Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est une étape importante dans la polémique sur les taxis Uber. Selon le secrétariat d'État à l'économie, Uber est un employeur. Il ne serait donc pas seulement une plateforme entre les chauffeurs indépendants et les clients. On entendra le conseiller d'État vaudois Philippe Lebas. La question est de savoir si le modèle Uber est mis en cause. La Suisse doit-elle durcir le ton face à la Turquie? Le thème s'impose après la révélation d'une tentative d'enlèvement sur notre sol. La Commission des Affaires extérieures a entendu Ignacio Cassis aujourd'hui. Notre reportage à Genève sur la question des frontaliers. Ça n'est plus seulement le thème du MCG. Plusieurs partis s'en emparent et s'affrontent. Les Genevois élisent leurs autorités le mois prochain. On parlera de ces bénévoles qui donnent de leur temps pour les personnes en fin de vie. Leur aide est précieuse. Un appel aux volontaires est lancé. Et puis c'est une idéologie qu'elle vend en poupe. La sobriété heureuse propose de vivre à bas régime en consommant beaucoup moins tout en pratiquant des plaisirs simples. On verra des gens qui s'y mettent déjà. Ils estiment que c'est le seul avenir vivable. Uber a changé bien des habitudes, il est même devenu un symbole de la nouvelle économie, mais son modèle continue à alimenter une polémique. Cette fois, c'est le secrétariat d'État à l'économie qui s'exprime. Révélation de SRF et de la RTS. Le SECO juge qu'Uber est un employeur comme un autre, avec les devoirs que ça implique. Delphine Gianora. Uber doit traiter ses chauffeurs comme des employés. C'est le secrétariat d'État à l'économie qui le dit aujourd'hui dans une décision. Une phrase qui pourrait, selon le syndicat UNIA, remettre en cause le système Uber. Ça change complètement la donne. Maintenant, les cantons et la Confédération doivent considérer qu'un employeur ne traite pas correctement des milliers de travailleurs en Suisse et Uber doit se positionner en engageant correctement ces gens, en payant les assurances sociales, etc. Cette décision du SECO fait suite à un conflit révélé en décembre dernier aux 19h30. Un salaire de moins de 10 francs de l'heure et pas de protection sociale. C'était le sort de ces chauffeurs, employés par des sociétés intermédiaires, mais travaillant exclusivement pour Uber. Il y a 3 mois, ils se sont mis en grève pour dénoncer ce système de sous-traitance. Aujourd'hui, ils se préparent à faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Et cet avis du secrétariat d'État à l'économie pourrait les aider dans leur combat. Les sociétés sous-traitantes sont considérées comme des entreprises de travail temporaire avec salaire minimum et licence pour exercer. Et dans son argumentaire, le SECO va bien plus loin que le problème de la sous-traitance. Il faut maintenant se tourner vers les cantons qui vont devoir appliquer cette décision. On sort de certaines ambiguïtés. Et je pense que c'est bien parce que mon souci, le souci de l'État, c'est de veiller à la protection des travailleurs, mais de veiller aussi à la concurrence loyale entre les différents acteurs du marché. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on clarifie. Et de dire à Uber que sur ce point-là, qui restait un point d'interrogation, aujourd'hui on a une réponse, ils doivent se conformer. Contacté, Uber ne commente pas la décision du SECO. Nous avons de solides arguments attestant de la validité de notre modèle d'affaires et du statut indépendant des chauffeurs qui utilisent la plateforme. Le statut des chauffeurs Uber, un dossier épineux sur lequel est également penché actuellement le tribunal fédéral. Monsieur le conseiller d'État, bonsoir. Bonsoir. Uber, considéré comme employeur, ça réviserait complètement son modèle d'affaires. Quand est-ce que la question sera tranchée ? Alors l'avis exprimé aujourd'hui par le SECO est une pièce importante à verser au dossier, mais l'élément déterminant, ça va être le jugement du tribunal fédéral. Il est aujourd'hui saisi d'un recours d'Uber contre une décision le considérant comme l'employeur des chauffeurs de taxi. C'est véritablement la jurisprudence du tribunal fédéral qui sera déterminante. On voit bien le débat de fond ce soir. Uber qui maintient sa version, on est un modèle de plateforme. Les anti-Uber qui disent en réalité c'est une manière d'éviter une responsabilité, notamment en termes de charges sociales. Vous entendez ça ? J'entends parfaitement, je le comprends très bien. Je suis d'ailleurs sur la même longueur d'onde que mon collègue M. Pierre Maudet que vous entendiez tout à l'heure. Nous devons fixer, les cantons doivent fixer les règles qui s'appliquent à l'ensemble de celles et ceux qui transportent des personnes. La concurrence doit être saine. Nous ne sommes pas opposés au modèle Uber, mais celui-ci doit s'inscrire dans un cadre légal qui s'applique à l'ensemble des transporteurs de personnes. L'enquête dont on parlait avec des cas de salaire en dessous de 10 francs de l'heure, ça n'est pas tolérable ?
Non, ce n'est évidemment pas tolérable. Il y a une convention collective qui s'applique pour les prestataires de services. Si Uber est soumis à cette convention, eh bien, Uber devra respecter les conditions de cette convention collective, et notamment les minimums salariaux. C'est une évidence. Le fond du fond, on connaît souvent des gens qui ont plein de bons sentiments. Souvent, ils n'osent pas dire qu'ils prennent Uber parce qu'ils ont le sentiment qu'en réalité, ils profitent d'un système pour payer moins cher. Alors, est-ce que c'est vrai ou non ? C'est en partie vrai. C'est en partie vrai qu'il y a des chauffeurs Uber qui n'ont pas d'autre choix que de travailler dans ces conditions-là et à ces salaires-là. Et puis il y a aussi d'autres chauffeurs, notamment des étudiants qui font ça en plus de leurs études et qui trouvent un complément de revenus. C'est aussi un peu le modèle Uber, mais tout cela n'est supportable, n'est admissible que si les règles de concurrence et les régimes sociaux sont respectés. Philippe Lebas, merci. On reparle de la très grave violation de notre souveraineté commise par les autorités turques. Ankara a tenté un enlèvement sur notre sol. Il visait de surcroît un compatriote, puisque c'est un citoyen turc et suisse. D'un côté, notre Conseil fédéral, de l'autre, le régime autoritaire du président Erdogan. La Suisse est-elle trop molle ? Le sujet était sur la table aujourd'hui de la Commission de politique extérieure. Pierre Nebel. Ignazio Cassis et le Conseil fédéral ont-ils réagi assez fermement après l'affaire d'espionnage de la Turquie en Suisse? Ce matin, le ministre des Affaires étrangères était convoqué par la Commission de politique extérieure pour s'expliquer à ce sujet. À la sortie, il en profite pour répondre à ceux qui lui reprochent une réaction trop timorée face à la Turquie. Nous pourrions bien sûr expulser des diplomates, faire des choses très dures, mais la question c'est, et après, quelles sont les conséquences? Peut-être qu'on fait sortir ces émotions, mais est-ce qu'on construit quelque chose de durable qui amène la paix dans ce monde? Pas d'expulsion de diplomates. Mais qu'en est-il du voyage qu'il entendait faire prochainement en Turquie? Il n'est pas encore décidé si je vais me rendre en Turquie. Un voyage était effectivement en préparation en raison de la guerre entre la Syrie et la Turquie, mais à présent, cette affaire est survenue. Je vais décider ces prochains jours si je vais réellement faire ce voyage. Si l'affaire crispe tellement, c'est que parmi les 3 espions turcs qui auraient tenté de convaincre un compatriote de participer à l'enlèvement d'un homme d'affaires turco-suisse, certains étaient apparemment membres de l'ambassade de Turquie. Alors, dans ces conditions, Ignazio Cassis doit-il maintenir son voyage? Non, il ne doit pas y aller. Il y a un problème actuellement majeur. Notre souveraineté a été violée par les autorités turques. Il n'y a pas de raison finalement de faire comme si rien ne s'était vraiment passé. Un voyage en Turquie est plus nécessaire que jamais pour dire que les agissements de ces espions turcs en Suisse sont inacceptables. À Ignazio Cassis à présent de décider de la meilleure stratégie pour défendre la souveraineté suisse face à la Turquie. Les Genevois élisent leurs autorités le mois prochain. C'est le grand débat politique ce soir sur notre antenne. Le thème des frontaliers est une dominante de la campagne. Il a été longtemps le fait du MCG, mais d'autres partis s'en emparent. Alexandre Gross, Eliane Ruckstuhl, Elsa Anguinolfi. Sale comble pour cette assemblée du groupement transfrontalier européen. À quelques semaines des élections genevoises, les travailleurs frontaliers s'inquiètent d'un climat de plus en plus tendu. Un climat qui ne serait plus uniquement attribuable aux campagnes choc du mouvement citoyen genevois. On tient des propos qui vont un petit peu dans le sens des partis populistes pour pouvoir essayer de gagner des voix et de contrer leur influence. C'est quelque part vouloir faire de la récupération électorale. Car la problématique des travailleurs frontaliers est reprise de tous les côtés de l'échiquier politique. Il y a eu les décisions récentes du Conseil d'État à majorité de droite de restreindre l'accès à l'école genevoise pour les enfants frontaliers, ou encore la polémique sur la fermeture de petites douanes aux heures de pointe proposée par le ministre PDC Luc Bartassa. À gauche, les Verts se saisissent aussi de la question, mais par le biais du logement. Ils veulent construire plus d'appartements pour que les travailleurs frontaliers viennent plutôt s'établir à Genève. L'idée n'est pas de dire on veut plus de Suisses, moins de Français, on ne fait pas du nationalisme. On est en train de dire qu'on veut rapprocher les domiciles des personnes du lieu de travail. Et donc, il ne s'agit pas de dire qui aura l'emploi, mais de dire on souhaiterait que la personne puisse vivre sur le territoire genevois. Fondateur du MCG, Eric Stauffer, qui a quitté la formation pour créer un nouveau mouvement, se félicite de cette évolution des discours et des actes. C'est vrai que la montée en puissance du parti que j'avais cofondé à l'époque a interloqué beaucoup d'autres partis en disant « Bon,
effectivement, là, il y a un problème. Moi, je ne peux que saluer aujourd'hui l'effort, notamment intellectuel, qui a dû être conséquent pour certains partis, d'arriver à ce niveau de réflexion. Au sein de son ancien parti, le MCG, l'analyse est tout autre. Il est évident que les autres partis ne vont pas jusqu'au bout dans ce qu'il devrait être fait. C'est uniquement des paroles, c'est du verbiage, malheureusement. Alors qu'il faut agir concrètement sur la distribution des permis frontaliers. Le parti a d'ailleurs lancé une initiative cantonale pour limiter l'embauche des travailleurs frontaliers à Genève. Voilà, un des thèmes, rendez-vous pour le grand débat, donc 20h40, RTS2, avec Alain Rebeté et Elisa Cacharo. Dans le canton de Vaud, la plaine de l'Orbe devrait accueillir un nouvel établissement pénitentiaire d'ici 2025. Le Conseil d'État vaudois dévoile le projet des Grands Marais, juste à côté de l'actuel Bochu. La capacité finale devrait atteindre 410 prisonniers. Les dirigeants de la Poste étaient entendus aujourd'hui par la Commission des Transports et des Télécommunications du National. Le président Urs Schaller, la directrice Suzanne Rouhoff ont été questionnés sur l'affaire carte postale. La Commission informera demain sur le contenu. La révélation d'une tricherie systématique dans une entreprise aussi importante résonne dans toute la Suisse. Elle repose la question du contrôle au plus haut niveau des sociétés. C'est peut-être un changement d'époque. Certains réclament des conseils d'administration plus curieux et plus rapides. Philippe Lugassi. Deux cas emblématiques de mauvaise gouvernance. La Poste et Raiffeisen. Point commun des deux affaires, la direction en place déclare que ce n'est pas elle la première responsable. Pour Jacques Salom, chasseur de tête de haut vol, c'est une attitude de bisounours, pas acceptable. Le CEO n'a aucune excuse. D'abord, il est responsable, il doit s'en apercevoir, il doit le savoir. S'il s'en est pas aperçu, c'est que ce n'est pas un bon professionnel. Mais que faire lorsque la direction d'une entreprise découvre des cadavres dans les placards? Alors d'abord, c'est de savoir exactement ce qui se passe, quel est le cadavre, dans quel placard il est, et pour cela, il doit convoquer les personnes qui savent. C'est-à-dire le directeur financier, l'audit interne et le conseil d'administration. Prendre les décisions qui s'imposent et surtout les communiquer. On est dans un monde où tout est transparent et tout se sait tôt ou tard, alors autant être proactif plutôt que d'attendre. Dans le cas de la Poste, on a pris tout son temps, beaucoup d'erreurs ont été commises. Est-ce que les gens savaient, est-ce qu'ils ont caché? Ou est-ce que les gens savaient pas? Et dans ce cas-là, c'est plutôt une question d'incompétence. Et ça, c'est le vrai problème. Lorsqu'on est incompétent, à un poste où on gagne 1 million, on démissionne. On démissionne ou on est démissionné, ça dépend. Dans le cas de Raiffeisen, on parle clairement d'erreur de management et de manque de vision. C'est le numéro 2 qui a remplacé l'ex-numéro 1 qui est en prison. Quand un numéro 1 d'une entreprise, quelle qu'elle soit, bancaire ou industrielle ou autre, a été problématique, cela est impossible sans que son périmètre rapproché, son numéro 2 ou ses numéros 2 ne le sachent pas. En toile de fond, le rôle du conseil d'administration dont la fonction est de poser des questions et surveiller la direction. Et ça va changer rapidement, à mon avis, parce que la fameuse approche club de golf privé, dans le conseil d'administration, à mon avis, ça va être de plus en plus fini. Au vu de l'impact de ces deux affaires, la gouvernance des entreprises suisses va vraisemblablement changer rapidement. Vladimir Poutine, réélu, affiche un geste de détente. Il affirme que la Russie baissera ses dépenses militaires. Il ne compte pas, dit-il, se lancer dans une course aux armements. L'annonce a lieu sur fond de tensions avec l'Occident. Plusieurs analystes estiment d'ailleurs que la politique occidentale a braqué une partie des Russes et les a poussés à faire bloc. Le score de Vladimir Poutine, en tout cas, est massif. Il se fixe à 76,7%. Le grand art est de durée, disait le chancelier Metternich. La longévité de Poutine atteint dès lors un record. Regardez par comparaison les dirigeants européens qui étaient aux affaires quand il est débuté. Bill Clinton, Jacques Chirac, Tony Blair étaient à la place de Donald Trump, Emmanuel Macron ou Theresa May. C'était il y a 18 ans. Theresa May, justement, a d'autres préoccupations. C'est le bras de fer avec l'Union européenne pour appliquer le Brexit. Il se dénoue en partie. Un accord sur une période de transition est conclu. C'est Bruxelles qui a largement imposé ses vues. Steven Mossa. Étape décisive dans le processus du Brexit. Après des jours de discussion,
l'Union européenne et le Royaume-Uni se sont mis d'accord ce matin sur la période de transition voulue par Londres pour éviter les conséquences d'une rupture brutale. Le Royaume-Uni a toutefois dû concéder à une période de transition plus courte que souhaité, entre le 30 mars 2019 et fin décembre 2020. Pendant cette période, le Royaume-Uni ne participera plus au processus de décision de l'Union européenne. Il conservera néanmoins tous les avantages et les bénéfices du marché unique. Une autre concession du Royaume-Uni porte sur l'avenir de la frontière irlandaise après le Brexit. Les deux parties s'accordent aujourd'hui sur un compromis provisoire avec la mise en place d'un espace réglementaire commun incluant l'Union européenne et l'Irlande du Nord. Une option d'abord rejetée par la première ministre Theresa May qui permet d'éviter le retour des gardes-frontières. Ces accords interviennent à 3 jours d'un sommet européen durant lequel les États membres de l'Union européenne doivent approuver leur position commune dans les négociations commerciales avec le Royaume-Uni. Isabelle Horry, c'est pas très rassurant pour la Suisse qui doit aussi traiter avec Bruxelles. On voit combien on se trompe quand on voit l'Europe comme une puissance un peu molle, un peu bonne patte. Oui, c'est vrai que ce n'est pas l'image qu'elle cherche à projeter ces temps-ci. Il ne faut pas oublier que le Brexit menace l'Union européenne dans son existence même, voire aussi que sur le continent, on voit en parallèle monter les nationalismes en Hongrie, en Pologne, en Autriche et j'en passe. Du coup, à un an d'élections européennes qui s'annoncent cruciales, les pro-communautaires, les institutions européennes sont lancées dans une opération reconquête. Ils veulent convaincre les opinions publiques européennes qu'il vaut mieux rester au chaud à l'intérieur tous ensemble qu'être dehors tout seul. En clair, qu'il vaut mieux être membre que non membre. Et du coup, la conséquence, c'est que c'est pas de cadeau pour ceux qui veulent sortir, comme les Britanniques, ni d'ailleurs pour ceux qui ne veulent pas entrer, comme la Suisse. On le voit, les Européens, comme tout le monde, ils défendent leurs intérêts aujourd'hui. Ce moment, c'est très frappant dans ce journal. En quelques minutes, le nombre d'hommes forts qu'on égrène, Poutine, Trump, Xi Jinping, Erdogan, que tous ces hommes forts qui entourent l'Europe, est-ce que l'Europe sent cette concurrence ? Ça influe sur ce qu'elle fait là maintenant ? C'est vrai que là, on touche un peu aux limites du modèle européen. Alors évidemment, les Européens, ils ont compris que face à ces hommes puissants, sans trop de scrupules, il faut parler d'une seule voix. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de patron ou de patronne sur le vieux continent. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas de Trump européen. L'Union européenne, ça fonctionne plutôt comme le Conseil fédéral. C'est 28 pays autour de la table, une prise de décision collégiale. À la fin, il y a un compromis. Parfois, il est un peu décevant. Par exemple, sur la Russie, l'Italie qui dépend de son gaz ne veut pas accepter des sanctions supplémentaires alors que les autres le voudraient. Donc face à Poutine ou à Trump, là en fait les Européens, ce sont eux qui prennent finalement des leçons de rapport de force. Merci Isabelle. Et puisqu'il est question d'hommes forts, on reparle de l'élection de Donald Trump et des stratégies des réseaux sociaux qui y ont contribué. Ce sont les révélations du New York Times et du Guardian. Une société proche de Steve Bannon, financée par la droite dure américaine, a joué un rôle en accumulant les données et en visant certains électorats bien précis pendant la campagne. Gaspard Kuhn. Il s'appelle Alexander Nix. Il dirige l'entreprise britannique Cambridge Analytica. Cet homme a favorisé l'élection de Donald Trump en exploitant des données Facebook. Manque de chance, l'un de ses ex-collaborateurs a parlé aux journalistes du Guardian. Nous pouvions construire le profil psychologique de chaque électeur dans certaines régions et même dans ce cas dans tous les États-Unis. Un profilage extrêmement précis, rendu possible grâce à une autre société de Cambridge, Global Science Research, GSR. Sous couvert d'études académiques, GSR rémunère des utilisateurs Facebook. Via une application, ceux-ci acceptent de livrer leurs données personnelles, mais le logiciel permet en fait d'accéder à tous leurs amis. Au total, les données de 50 millions d'Américains sont siphonnées. L'application permettait d'aller dans tout le réseau, de collecter les données de tous les amis Facebook. Donc si vous aviez l'app, je ne voyais pas seulement votre profil, mais aussi le profil de tous vos amis. On voyait les statuts, les likes et parfois même les messages privés. Cambridge Analytica travaille d'abord avec Ted Cruz durant les primaires. Après son abandon, la société rejoint l'équipe de Trump.
Ces données vont faire la différence. Elle conseille aux candidats de se focaliser sur le Michigan ou le Wisconsin, des États qui vont basculer républicains. L'équipe de campagne et Cambridge Analytica étaient très fiers de leur travail et voulaient vendre leurs services à des entreprises. Un business juteux qui pourrait prendre fin. Alexander Nix nie en bloc cette mise en cause, mais il est accusé d'avoir menti en commission aux parlementaires britanniques. Facebook a pris ses distances et l'a banni de sa plateforme. Les commémorations de mai 68 vont commencer, l'occasion de rappeler certains slogans. Il y avait par exemple « Fermons la télé, ouvrons les yeux ». Il y avait « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». L'utopie portait l'événement. Il en reste des survivances parfois étonnantes. Exemple, cette cité d'Auroville en Inde. 50 ans ont passé. Reportage de David-Alexandre Danelon et Félicia Poletti. Dans le sud-est de l'Inde, au beau milieu de cette forêt créée de toutes pièces, naissait il y a 50 ans Auroville, la cité de l'aurore. Le rêve d'une société multiculturelle où régnerait liberté et partage, ni police, ni argent, ni propriété. Julia, une Suissesse, s'y est installée il y a 11 ans. Ici, à l'étage, c'est ma chambre. Aujourd'hui, je paye encore cette maison. J'ai investi beaucoup d'énergie et d'efforts pour vivre ici. Mon cœur est ici. Mais c'est intéressant, car quand je m'en irai, je serai heureuse de la laisser à quelqu'un d'autre. Donc mon sentiment de possession n'est pas très fort. Le jour où Julia quittera cette maison, elle reviendra à la communauté, car ici, personne n'est propriétaire. C'était le désir de la mère des Aurovilliens, Mira Alfassa, la Française qui a concrétisé ce projet utopique, imaginé avec le philosophe Sri Aurobindo. Aujourd'hui, Auroville, c'est 2800 habitants, 55 nationalités, 3 millions d'arbres plantés depuis 1968 et au cœur de la cité, le Matri Mandir, un temple destiné à la méditation. Pour faire ses courses, direction la coopérative. Ici, pas de prix, mais des étiquettes pour gérer les stocks. La plupart des produits proviennent des fermes et des ateliers de la communauté. Les autres ont été achetés à l'extérieur grâce à une contribution versée par les habitants en fonction de leurs revenus. Ici, on n'achète rien. On vient prendre uniquement ce dont on a vraiment besoin. On les met dans notre panier, c'est enregistré, mais on n'échange pas d'argent. On veut que tout le monde ait accès à ce dont il a besoin. Ça ne peut fonctionner que si l'on partage vraiment. À Auroville, chaque décision est prise en communauté, lors d'assemblées qui réunissent 100 représentants, ce qui n'empêche pas les conflits et les départs. Julia, elle, est déterminée à rester. Elle a même ouvert son salon de beauté. Il y a tellement de cultures différentes, de personnes différentes, de points de vue différents qui vivent ensemble. Et ce n'est pas toujours évident. Je pense que c'est un défi à relever. Mais ça nous incite à être plus ouverts d'esprit. Ça a quelque chose de magique. 50 ans après sa création, la Cité de l'Aurore attire toujours des candidats sur liste d'attente en raison du nombre limité de logements. Les utopies qui parfois dérivent ou parfois deviennent majoritaires, on verra ce qu'il en est de cette idéologie qu'elle vend en poupe. La sobriété heureuse propose de vivre à bas régime en consommant beaucoup moins, tout en pratiquant des plaisirs simples. Des gens s'y mettent déjà, ils estiment que c'est le seul avenir vivable. Marie-Émilie Cattier. Annie pratique ce que l'on appelle la simplicité volontaire, un mode de vie qui consiste à consommer différemment, souvent moins et plus consciemment, et qui lui a inspiré cette épicerie éco-responsable qu'elle aménage aujourd'hui. Et puis là, il y aura les lentilles, les pois chiches, les céréales. L'idée, c'était de pouvoir offrir un espace où les gens pouvaient réaliser cette démarche de simplicité volontaire au niveau de la consommation. C'est trouver un équilibre, et puis c'est aussi une démarche continuelle. Il n'y a pas vraiment de fin. Et, il y a une constante amélioration. Du vrac, du local, du réutilisable et des échanges durant des ateliers. Ce projet professionnel se calque sur le cheminement personnel d'Annie, né de préoccupations écologiques et économiques. Je voulais réduire ce que j'avais à la maison, où je me sentais vraiment envahie. Je ne vais pas définir ce que c'est de consommer juste pour les autres. Pour moi, c'était effectivement de réduire les déchets, de pouvoir payer un prix juste pour le produit qui est fait et de
pas constamment être dans la consommation, d'acheter, de pouvoir réparer des objets aussi. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. À l'instar de Balou dans le livre de la jungle, ils sont de plus en plus nombreux à associer bonheur et modération. Ni trop, ni trop peu. Dans les librairies, le concept en vogue vient de Suède, le lagom, ou le juste ce qu'il faut. Une pondération qui rejoint la philosophie de la simplicité volontaire. Qu'on y vienne pour des raisons économiques, de santé, environnementale ou humaine, le dénominateur commun, c'est la quête de sens. La simplicité volontaire a été très mobilisée à la fin des années 60, début 70, notamment avec le mouvement de la décroissance, qu'on connaît peut-être mieux. C'est prendre le temps de vivre sa vie sans incarner uniquement ce que le monde capitaliste attend d'un individu, qui est d'être le travailleur consommateur. Du qualitatif plutôt que du quantitatif, des priorités repensées, une quête spirituelle également appelée sobriété heureuse. Elle s'installe comme un personnage de la littérature. Chimamanda Ngozi Adichie était invitée du FIFDH, phénomène littéraire et phénomène militant. Elle se revendique jeune, femme et féministe. Son portrait avec Joël Robeté. Chimamanda Ngozi Adichie, l'auteure africaine la plus lue de sa génération. Louée par la critique pour ses best-sellers Americana et L'autre moitié du soleil, elle lisait samedi à Genève son manifeste pour une éducation féministe, Cherijé Awele. Je suis féministe depuis toujours. J'étais féministe avant même de comprendre la signification du mot féminisme. Enfant, je voyais bien que les garçons avaient des privilèges que les femmes n'avaient pas. Les garçons pouvaient faire des choses parce qu'ils étaient des garçons, mais pas les filles. La romancière est devenue une véritable icône. Ses conférences atteignent des records d'audience à 8 chiffres. Même Beyoncé en a fait une chanson. Nigériane, issue de l'aristocratie Igbo, elle quitte son pays à 19 ans pour les États-Unis. Un master en sciences politiques et un premier prix littéraire en 2003 avec l'Hibiscus pourpre. Féministe africaine heureuse comme elle se définit, oui, mais un regard aiguisé sur la marche de notre monde. Elle écrit pour dénoncer le racisme et le sexisme qu'elle observe au quotidien. Je pose des mots, je donne de la voix sur des choses que les femmes connaissent bien et je pense que cela les aide. En tant que lectrice, ce que je lis me rend plus forte. Et je pense que le grand avantage de la fiction, le fait de raconter des histoires, est un moyen extrêmement puissant pour propager un message. Et son message tombe à pic dans l'actualité internationale. Je dois dire que je suis très content de l'avènement du mouvement MeToo. Même si c'est une mode passagère, c'est toujours ça de gagner. Il y a quelque chose de révolutionnaire car maintenant les femmes peuvent finalement parler de ce qu'elles vivent et les gens les croient. Alors, Madame Adichie, un conseil pour les téléspectateurs de la RTS ? Tous les Suisses doivent se soucier des inégalités. Les femmes comptent. On termine par un coup de chapeau à ces bénévoles qui donnent leur temps pour des personnes en fin de vie. C'est une aide très précieuse, notamment dans les hôpitaux. Un appel est lancé aux volontaires. Reportage de François Isoard, Michel Decorge et Isabelle Gonnet. Aldo Michelazzi est l'un des 350 bénévoles qui, dans le canton de Vaud, offre de son temps au service des soins palliatifs ou de réhabilitation du CHUV. Salut. Ça va ? En étroite connivence avec le personnel hospitalier, il rend visite à ceux qui le souhaitent. Bonjour. Bonjour. Vous vous souvenez de M. Aldo, notre bénévole ? Aldo travaille à plein temps comme recruteur au CFF et pourtant, il consacre 1 heure par semaine au bénévolat. Un moment de partage et d'écoute précieux pour les malades, mais pas que. Le bénévole pense aussi beaucoup à lui. Disons, il ne faut pas se la raconter, des fois on partage, mais ça nous apporte énormément. Et puis, qu'on travaille à 100% ou pas, on peut. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire en plus, et puis je me suis dit, je me lance. J'avais un peu le bourdon quand je suis arrivé ici, mais... Puis maintenant vous êtes bien, maintenant vous vous sentez bien. À présent, j'ai presque honte de le dire, je suis heureux. Vous êtes heureux ? Heureux. Le bénévole retisse le lien social avec les malades chroniques ou en fin de vie, un répit précieux pour les familles et le personnel soignant très sollicité par une population vieillissante.
Le vieillissement de la population fait aussi que les réseaux personnels des personnes diminuent. Donc le fait d'avoir sa famille autour de soi, ou peut-être aussi les flux migratoires, fait aussi qu'on n'a pas toujours sa famille derrière soi. Le bénévole fait partie du réseau des institutions de soins. 11 d'entre elles se mobilisent sous l'égide de Palliative Vaud pour susciter des vocations précieuses en marge des soins médicaux. Dans le soin palliatif, effectivement, on a cette approche globale où on encadre, effectivement, on accompagne la personne, le patient et ses proches dans une dimension spirituelle, psychosociale. Place au speed dating, chacun peut s'informer auprès des associations. Moi, en tout cas, ça fait des années que j'y pense et je ne me suis jamais lancée. Par hasard, elle m'a parlé de cette séance d'information et je me suis dit, c'est le moment, je pense que c'est vraiment le moment. Les gens ne se parlent plus, ils sont tous fixés sur leur téléphone et il y a beaucoup de pertes de communication entre les gens. Des volontaires motivés de tous âges et pas que des femmes. Ça aussi, c'est nouveau. Avant, on avait toujours à peu près 80% de femmes et 20% d'hommes, et maintenant, on est presque à 50-50. La formation dure 8 jours, le temps d'intégrer l'esprit et l'éthique d'une présence sans ego. Ce soir, la météo de Lionel Fontana, ensuite TTC enquête sur le lobby du sucre, parfois même comparé au lobby du tabac. Et puis n'oubliez pas, demain, premier jour du printemps. Excellente soirée à toutes et à tous, et à demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info.